le 1er septembre 1939, Hitler lance ses armées en Pologne. Conformément au traité de février 1912, le 3 septembre 1940, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne nazie. Là commence la drôle de guerre qui va durer jusqu'au lancement de l'opération Fallgelb. Ce dernier est amorcé le 10 mai 1940. L'Allemagne envahit le Luxembourg en quelques heures, les Pays-Bas en une semaine et entre en Belgique et dans les Ardennes. Toujours le 10 et le 11 mai, les chasseurs ardennais de l'armée belge tiennent avec force les Allemands, notamment à Baudange, Chabré et Martelange. Le 13 mai, la Wehrmacht avance sur Sedan. La ville leur est abandonnée par les Français repliés derrière la Meuse. De là, les troupes de Guderian vont foncer vers la Manche pour encercler le gros des troupes françaises, britanniques et belges. Le 20 mai, Amiens dans la matinée, Abbéville l'après-midi et Noyelles-sur-Mer le soir sont capturés. Les Allemands ont atteint la Manche. Le 29 mai, la Belgique se rend. Du 20 mai au 3 juin 1940, le plus grand nombre des forces alliées sont repliées dans les poches de Lille et de Dunkerque. De par l'opération Dynamo, Winston Churchill, Premier ministre britannique, espère sauver 40 000 hommes. Grâce à la lutte héroïque de 70 000 soldats français, ce sont plus de 330 000 soldats qui seront rapatriés en Angleterre. Les 70 000 Français et Belges seront soit faits prisonniers, soit mourront en livrant bataille ou en travaillant dans les camps de concentration nazis. Le 5 juin marque le début de l'opération Fallroth. Il a pour but d'encercler les troupes françaises de l'Est. Début juin, Pontarlier, commune frontalière de la Suisse, est capturée. Le 7 juin, Belfort est aux mains de l'Allemagne. Le 14 et 15 juin laissent place aux opérations Tilleur dans le nord de la Moselle et Kleinerbert à l'est du Rhin. Au même moment, Paris est déclarée ville ouverte pour éviter la destruction comme les villes de Rotterdam et de Varsovie. Le 15 juin 1940, les Allemands percent à Mackenheim et Butzheim. Le 16, Balzenheim et le canal du Rhône au Rhin est franchi en 2 points. Colmar tombe le 17 juin, Mulhouse le 18 et Strasbourg le 19. C'est dans cette poche de plus en plus compressée que Robert Douvier, jeune sergent alsacien mobilisé depuis 1939 sur la ligne Maginot, avance depuis Schirmeck en direction du Donon. Sous les regards inquiets des habitants des villages, il marche, pensant à sa femme, Maria. Elle était restée à la maison forestière de Grossman depuis la mobilisation générale. Robert connaissait par cœur le secteur. Il y était garde forestier depuis qu'il s'y était installé après son mariage avec Maria au printemps 1938. Après avoir posé le camp au Donon, le jeune combattant se dit que le temps qu'il aille la voir et qu'il revienne, personne n'aurait remarqué son absence. Malheureusement, sur le chemin, une patrouille allemande l'arrête. Ces derniers venaient de s'emparer du col de l'Engin situé à 3 km du col du Donon. Il est envoyé au camp improvisé pour prisonniers de Sarrebourg. Dans les jours qui suivirent, Robert fut rejoint par ses camarades du Donon qui, au fur et à mesure, avaient été défaits. Suite à l'armistice signé le 22 juin 1940 entre la France et l'Allemagne nazie, la France stoppe les combats. Selon le gouvernement de Pétain, la guerre est perdue. Ainsi, du 1er juillet au 31 juillet 1940, le Reich annexe l'Alsace et sa voisine, la Moselle, en opposition aux clauses de l'armistice. Hitler y met en place une administration allemande. Ces 2 territoires sont germanisés et nazifiés de force. L'Alsace verra la construction du seul camp de concentration nazi en France, le Natzweiler Struthof, au-dessus de Schirmeck. Les jeunes populations alsaciennes et mosellanes sont enrôlées de force au sein de la Wehrmacht et sont envoyées se battre sur le front russe. L'usage du français est sévèrement puni et les prénoms sont germanisés. Ces régions voient donc rapidement le nombre de réfractaires à l'ordre nazi croître très tôt après la défaite française. Le 12 juillet 1940, Robert est libéré. Sa nationalité alsacienne est considérée par les nazis comme souche allemande. Il devient à nouveau Hilfsförster à la maison Grossman, c'est-à-dire garde forestier. Sous l'autorité du Forstmeister, nommé un inspecteur des eaux et des forêts allemand mais pas nazi, Robert a la permission de faire revenir Maria qui était chez sa mère à Sierstal. Son nouveau travail consiste à produire du bois nécessaire pour l'effort de guerre allemand. En août 1940, Joseph,
un débardeur d'Engenthal, vient chez les Douvier. Suite à une conversation sur 5 soi-disant bûcherons vus par Maria il y a quelques jours, Joseph leur apprend que des prisonniers de guerre, des civils et des juifs tentaient de passer les Vosges pour rejoindre la zone libre. Il leur propose d'aider les prochains qu'il enverrait à leur porte. Robert et Maria acceptent. Le lendemain, Maria part chez sa cousine au Véleda. Ce restaurant-hôtel au pied du Donon était depuis l'occupation le poste frontière occupé par les Allemands pour contrôler le passage. Sa cousine lui fait savoir que les gardes frontières prennent leur repas en commun et qu'elle leur fait à manger. Aussi, elle lui conseille de passer le chemin d'Allemagne au repas de midi lorsqu'aucune patrouille n'est de garde. Ce dernier étant l'ancienne frontière entre la France et l'Allemagne après l'annexion de l'Alsace en 1870. De là, la maison Grossmann voit passer nombre de femmes et hommes cherchant à fuir l'Alsace ou les camps d'Allemagne. L'hiver 1940-1941 est marqué par la rigueur du climat qui décourage les chercheurs de liberté. De plus, masquer ces traces dans la neige est bien plus compliqué et risqué. Au printemps 1941, la police des frontières, se doutant du passage d'évadés par la maison Grossmann, veut déplacer le couple Douvier. Mais le Forstmeister s'y oppose et la maison forestière garde ses résidents. « 14 janvier 1942, une voiture roule lentement sur la route des Russes menant à Grossmann. Arrivée au niveau de cette dernière, elle s'arrête. 4 hommes en sortent. 2 agents du service de sécurité de Sarrebourg toquent chez les Douvier. Ils les interrogent, tandis que les 2 autres vont fouiller la maison. Après l'examination des lieux, les Allemands remontent dans leur voiture, emportant Robert et Maria. Des nerfs, l'électricien qui était venu ce matin pour vérifier l'installation électrique de la maison a vu toute la scène. Il court jusqu'au wagonnet au Nolembourg et fonce jusqu'à Abrechwiller. Il arrive à temps pour prévenir le Forstmeister qui stoppe la voiture des agents. Le Forstmeister demande une explication aux agents. Après une longue exposition des faits et de violentes insultes, les policiers envoyèrent au soir les époux Douvier à la prison Sainte-Marguerite de Strasbourg. Sur le chemin de la prison, Maria et Robert se promettent de tout nier. De toute façon, personne n'avait de preuves tangibles contre eux. Cette journée, la quasi-totalité de la filière d'évasion entre Strasbourg et la Lorraine fut arrêtée à quelques minutes d'intervalle. Joseph et sa famille n'y échappèrent pas. Séparés à leur arrivée, Maria et Robert sont soumis à de nombreux interrogatoires au sujet d'une favorisation de passage d'évadés. Tous 2 restent muets. Ils subissent durant des jours un harcèlement psychologique lourd. Robert se voit même recevoir des tortures physiques. Malgré l'acharnement des agents nazis, aucun Douvier ne lâche une quelconque information. Un jour, les 2 agents viennent avec un homme. Ces derniers lui demandent si Robert était bien celui qui l'avait aidé à quitter l'Alsace. L'homme se penche devant le garde forestier et lui dit « Vous n'avez pas bien l'air de me reconnaître, mais il y a 10 jours, c'est bien moi avec un autre prisonnier de guerre que vous avez aidé à fuir le territoire. » Dénoncés, Robert et Maria sont condamnés à la prison à vie. Ils sont transférés au camp de concentration de Schirmeck en mars 1942. À son arrivée, Maria est touchée par une pneumonie. Elle est hospitalisée à l'infirmerie du camp, puis à l'hôpital de Strasbourg. Elle ne guérit pas, mais est libérée. Elle rentre chez sa mère à Sirstal, tandis que Robert subit le travail forcé et les punitions du camp. Fin novembre 1944, dans le camp, circulent des rumeurs. Les Alliés seraient à quelques kilomètres de la forêt vosgienne. Le commandement du camp devient de plus en plus nerveux et les commandos du camp qui travaillent habituellement à l'extérieur ne sortent plus. Le soir, au moment de la soupe, Robert avec son frère Pierre et 2 autres compagnons, Albert et Émile, prennent la décision de mettre à exécution leur plan d'évasion. Ils pensent que les Allemands, acculés par les Alliés, n'auraient pas le temps d'exercer les représailles sur leur famille. Ainsi, dans la nuit du 22 octobre 1944, entre les rondes de 22h et 23h, les 4 hommes se retrouvent dans les latrines. L'opération doit durer 10 minutes. Ils ne doivent ni éveiller les capots, ni croiser les gardes qui tournent autour des grillages avec des chiens. Dans cette nuit froide, ils déterrent une cisaille enroulée dans un chiffon gras depuis des mois. Lentement,
Pierre coupe un à un les fils du grillage. Les autres guettent les environs aux abois de tout bruit et de toutes ombres. Pierre pose la cisaille et se faufile dans le trou. Les 3 autres le suivent. Ils s'enfoncent sans bruit dans les forêts menant à la vallée de la Bruche. Les 4 hommes plongent dans la rivière pour éviter que les chiens ne repèrent leurs traces. À peine mis le pied à l'eau, les phares et les lumières du camp s'allument. L'alarme retentit. Ils courent à en éjecter le cœur de leur poitrine. Se retournant une dernière fois, ils voient des vingtaines de lampes courir dans les bois. Arrivés dans la vallée, connaissant le secteur à la perfection, ils réussissent à semer les gardes et rejoignent des lieux sûrs. Le lendemain, ils apprennent que le camp a été évacué vers des camps en Allemagne. Le même jour, Strasbourg est libéré par le général Leclerc, achevant son serment fait à Koufra en 1941. L'Alsace sera totalement libérée le 19 mars 1945. Robert et Maria se retrouvent après la libération de Bitche le 16 mars 1945. Maria, toujours malade, ne retrouva pas la forme et sa gaieté habituelle l'abandonna. De son côté, Robert devint plus solitaire à cause des cicatrices mentales que le camp lui a laissées. Il sera réaffecté à la maison forestière du Grossmann, puis muté à Bitche jusqu'en 1966. En janvier 1948, Robert est cité, a organisé une des plus importantes filières d'évasion de prisonniers de guerre et de jeunes Alsaciens réfractaires à la Wehrmacht, a assuré personnellement et souvent au péril de sa vie le rapatriement de plus de 1200 personnes. Arrêté le 14 janvier 1942, déporté à Schirmeck, s'est évadé le 22 novembre 1944. Par son courage exceptionnel, sa vive intelligence, son profond dévouement à la cause française, il est devenu une personnalité légendaire de la résistance alsacienne. Il sera aussi décoré de la médaille militaire pour service exceptionnel rendu à la France, du mérite agricole et de la médaille d'honneur des eaux et forêts. Lorsqu'Hitler annexe l'Alsace en 1940, il compte y faire régner le Reich pendant 1000 ans. Dans un premier temps, il veut rétablir la grandeur à la race aryenne qu'il considère comme supérieure. Et ce, population alsacienne et mosellane comprise. Les mesures appliquées révoltent ces territoires. Ainsi, une grande majorité des Alsaciens luttent contre l'occupant. De l'usage du français jusqu'aux attentats contre des nazis, en passant par l'évasion de prisonniers, ces actes sont liés à la résistance. Résister en étant alsacien était pour l'Allemagne un terrible acte de trahison à la nation allemande. Durant l'avancée de la guerre, l'Alsace voit un bon nombre de mouvements de résistance naître. On peut citer le réseau martial créé en septembre 1940, qui, dans le dos des Allemands, recherchait des renseignements pour les Alliés, procédait à des filières d'évasion et préparait des groupes armés en vue de la libération de l'Alsace. Ce qu'ils effectueront avec succès, puisque ce réseau ne fut jamais démantelé. La feuille de lierre, avec des actions d'anti-propagande, des sabotages, des évasions et des renseignements de septembre 1940 à juillet 1941. Les membres seront internés au camp de Schirmeck, puis incorporés dans les services de travaux forcés ou dans la Wehrmacht. Le groupe Pur Sang, composé de 6 femmes du mouvement scout ou des guides de France, Caroline Muller, appelée Tante Jeanne, qui créa une filière d'évasion à Haguenau, le réseau Vaudely, ou encore Laure Diebold, résistante et secrétaire du célèbre Jean Moulin, ou encore le réseau de la Main Noire, fondé par Marcel Weinum en septembre 1940, et est composé de 25 adolescents de 14 à 18 ans. Ce groupe luttait avec la contre-propagande, des sabotages et des renseignements pour les Alliés. Elle fut démantelée en juillet 1941. Marcel Weinum sera jugé à Strasbourg par un tribunal spécial du 27 au 31 mars 1942 avec 9 de ses camarades. Il sera condamné à mort en prenant les responsabilités des actes commis par son réseau. Malgré son annexion, l'Alsace ne reste pas soumise au lot nazi. La plupart de la population vit mal la liberté qu'on lui retire si soudainement. Rapidement, une grande partie des Alsaciens résistent à l'occupant, et ce durant les 5 longues années de souffrance. Avant d'être décapité le 13 avril 1942 à Stuttgart, Marcel Weinum déclarera « Si je dois mourir, je meurs avec un cœur pur. »